Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à New World. Bienvenue dans Regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Et au menu ce soir, 4 sujets. Comme d'habitude, nous commençons d'abord avec le Soudan. Plus de 270 civils tués dans les combats depuis samedi. Après le Soudan, nous parlerons de la Guinée avec le modèle rwandais qui fascine le colonel président Mamadi Doumbouya. Ensuite, nous parlerons de la Côte d'Ivoire avec les élections municipales et régionales qui s'annoncent. Ce sera le 2 septembre prochain. Et puis pour terminer, nous reviendrons comme d'habitude au Togo pour parler de l'ANC, exclusion de 4 cadres du parti. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau à ma droite. Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique, président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs. Je vous salue aussi tous les téléspectateurs de New World TV de par le monde. Je voudrais demander une faveur au gouvernement. C'est de concéder un temps de grâce pour ceux qui vendent dans les kiosques de la Chambre du commerce et ceux qui occupent la rue du commerce. C'est vrai qu'ils sont domptés sous le coup de la loi de déguerpissement, mais le Togo ne dispose pas encore d'un marché digne de nom, un marché d'art. Le Togo ne dispose pas encore. Donc je demande humblement au gouvernement d'accorder un temps de grâce à ces Togolaises et ces Togolais qui se battent là-bas et couverts de dettes, de leur donner un petit temps, le temps que le gouvernement même trouve un emplacement pour construire un marché d'art et les évacuer à cet endroit, pour que quiconque veut partir dans un autre pays avec un souvenir du Togo puisse y aller. Mais actuellement, qu'on leur accorde un temps de grâce, car c'est pénible pour eux, c'est très pénible. J'ai suivi la fois dernière une scène d'une dame qui a contracté des prêts auprès d'une banque de la place que je ne veux pas nommer, et qui a fermé alors ses kiosques et qui ne dispose plus de moyens pour payer. Or, elle est acculée. Elle n'a même pas quiconque pour la soutenir. Je voudrais demander sincèrement au gouvernement, puisqu'ils sont là pour nous servir, de trouver alors une solution pour ces dames et ces hommes et leur accorder un temps de grâce, le temps de leur construire un marché d'art digne de ce nom. Merci beaucoup Robert Kossigan. Un cri de cœur à nouveau porté ici par les canaux de New World. Nous espérons que ça tombera dans les oreilles de qui devrait les écouter. Et face à vous ce soir pour ce débat, Louis Kamako, il est journaliste. Bonsoir Louis et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir chers confrères, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toi et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Et juste à côté de vous, le 3e invité, Sylvestre Béni, vous êtes journaliste et directeur de publication de La Manchette. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Je voulais anticiper peut-être sur la seconde question. Ça oui, bien sûr. Un sacré bail que je suis pu arriver à New World, tiraillé par les coups de la vie. Je crois que c'est le nom d'une série, n'est-ce pas? Donc voilà, et puis bon, le quotidien, et donc aujourd'hui, je crois que l'essentiel, c'est que je suis là. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir trouvé le temps de répondre à notre invitation. Nous abordons donc le premier sujet inscrit au programme aujourd'hui, direction le Soudan. Plus de 270 civils tués dans les combats depuis samedi. Des raids aériens, rafales et combats de rue ont eu depuis samedi plutôt au Soudan, faisant plus de 270 civils tués avec des combats qui se sont concentrés à Khartoum, la capitale, et dans d'autres villes du Soudan. Au 6e jour de combat, le cessez-le-feu est à nouveau ignoré. Un cessez-le-feu qui a été à nouveau négocié et qui devait avoir lieu à partir de ce mercredi à partir de 18h jusqu'à ce jeudi, mais qui a été ignoré par les deux camps. Alors ma première question est à qui veut la prendre. Qu'est-ce qui explique selon vous le fait que ce cessez-le-feu tant peut-être annoncé par les deux belligérants, le camp des militaires et le camp des paramilitaires, et que finalement n'est pas respecté par les deux camps? On dirait que les deux camps n'ont pas encore assouvi leur plan, parce que justement chacun veut faire la part belle dans cette affaire de guerre qui ne dit pas son nom. Je dirais aussi que c'est l'ombre de Omar el-Béchir qui plane toujours sur le Soudan, parce que n'oublions pas que c'est en son temps qu'il y a eu ces deux factions de l'armée régulière et les paramilitaires que lui-même il a créés, puisque en son temps il les utilisait comme des rebelles pour aller agir dans d'autres pays. Aujourd'hui, ce monsieur aussi veut prendre les rênes du pouvoir, puisque c'est vrai que Omar Béchir n'est plus
à la tête du pouvoir, mais c'est ensemble, c'est-à-dire les paramilitaires et l'armée qui l'ont déposé. Ils ont déposé aussi le Premier ministre civil, et maintenant, c'est autour d'eux-mêmes, c'est-à-dire que soit c'est l'armée régulière qui perd la bataille et qui s'efface, ou c'est les paramilitaires qui perdent la bataille et qui s'effacent totalement. Et donc, l'une ou l'autre de ces deux branches de l'armée ne veut pas perdre la main. Chacun de ces camps veut exister et sont soutenus aussi par l'Occident et la Russie. Parce que les forces spéciales sont aujourd'hui soutenues par le Yémen et Wagner, c'est-à-dire la Russie. Et puis, l'autre branche, l'armée régulière, Bourhan, est soutenue par... comment on l'appelle, l'Occident à travers Al-Sisi. Et donc aujourd'hui, je dis, c'est un mélange de vouloir conserver le pouvoir. Aujourd'hui, celui qui dirige les forces paramilitaires veut à tout prix dégager Bourhan parce que il le soupçonne de soutenir alors Omar Béchir qui n'est plus au pouvoir. C'est une manière alors d'inviter la société civile à le soutenir, ne serait-ce que pour le dégager. Mais Bourhan aussi n'est pas encore prêt à quitter le pouvoir parce qu'il se dit que c'est lui l'homme fort du Soudan et c'est lui aussi qui fait la loi en Libye, tout en alors livrant une guerre sans merci pour ceux qui veulent passer par la Libye pour l'Europe. Donc tout ça mélangé fait aujourd'hui que cette guerre a encore de beaux jours devant lui. Je ne vois pas cette guerre cesser de sitôt parce que ceux qui alors alimentent cette guerre n'ont plus le pouvoir de dire arrêtez. Parce que et l'Occident ne veut pas aussi perdre la main aujourd'hui, ni la Russie. Et donc ça fait que vous allez constater que l'UA, malgré que lui a négocié le cessez-le-feu, mais ça n'a pas prospéré. Et donc si ces soldats n'ont pas peur d'atteinte, de porter atteinte à la vie du diplomate européen. Ils l'ont pas tué quand même. Mais ils l'ont quand même égratigné de balles. Ça voudrait dire que plus rien ne les effraie, plus rien ils n'ont plus de ligne à ne pas franchir. Donc, vivement que l'Occident et la Russie se comprennent et que le Yémen, la Russie, comment on l'appelle, l'Égypte et tout, alors puissent penser aux civils qui perdent leur vie. Ça fait la énième guerre que connaît le Soudan et c'est une guerre de trop. Il va falloir que les Soudanais puissent s'asseoir et discuter des problèmes devant pallier à la crise et aller à l'essentiel. Merci beaucoup Robert. Je viens à vous Sylvestre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une gain d'intérêt qui se mène actuellement au Soudan, ce qui fait que le cessez-le-feu n'est pas respecté? C'est parce que l'armée a un privilège à protéger ou les paramilitaires aussi ont quelque chose à protéger qu'on n'arrive pas à respecter, ne serait-ce que le cessez-le-feu pour 24 heures pour mener des actions humanitaires? Non, écoutez, lorsque vous voyez un peu l'histoire de ce pays, vous allez reconnaître quand même que le Soudan ne connaît qu'une succession de crises. Alors, si nous prenons ce qui se passe aujourd'hui, moi, je prends juste 3 mots et éventuellement un 4e pour expliquer cela. En fait, il y a une question d'existence, il y a une question de subsistance, il y a une question de suprématie et le dénominateur commun, c'est l'intérêt, puisque vous venez de le dire. Si vous prenez donc les forces paramilitaires, ce sont des gens qui existent depuis des années. Et c'est pourquoi je parlais donc d'existence, parce que si vous prenez la guerre du Darfour, où les Janjaouites donc ont maté les rebelles au Darfour, vous prenez donc la crise du Darfour, vous verrez que ces paramilitaires étaient là depuis 2003. Et c'est en 2013 qu'ils ont pris peut-être une certaine autonomie en créant donc ce que nous appelons aujourd'hui les forces de soutien rapide. Alors, ce sont des gens qui ont combattu, je crois que Robert l'a dit tout à l'heure, au Yémen, en Libye ou autres. Ce sont quand même des gens que Béchir a envoyé à l'époque mettre un peu du bordel au niveau donc si vous permettez peut-être le terme, au niveau donc des pays qui entourent donc le Soudan. Mais pourquoi je parle, là où je parle de subsistance, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez une armée presque bis de l'armée régulière. C'est-à-dire, vous prenez donc les forces paramilitaires, c'est plus de 110 000 hommes. Vous conviendrez avec moi qui ont des blindés, qui ont des vecteurs aériens, qui ont donc vous conviendrez avec moi que c'est une armée presque bis du Soudan qui est là. Mais vous prenez la nomenclature donc du gouvernement de fait que nous avons aujourd'hui. Vous avez Bourhan qui est le chef donc de l'armée régulière, qui est de facto le président.
et presque son vice-président ou son adjoint, c'est Daglo. C'est Daglo, c'est le général donc des paramilitaires. Donc c'est eux deux qui se sont quand même associés pour déposer en 2021 le gouvernement civil. Maintenant, et là où je parlais donc de suprématie, c'est que chacun veut maintenant et avoir donc peut-être se tailler la part du lion ou être donc au-dessus de la mêlée. Et entre-temps, Daglo avait demandé à Bourhan que ces forces puissent être réintégrées dans l'armée régulière. Alors, vous prenez 110 000 hommes qui réintègrent l'armée régulière, ils vont obéir à qui? Parce que sachant que leur patron aussi est là. Daglo voulait aussi prendre le justement, donc Daglo qui est donc le chef donc des paramilitaires, une fois donc ces hommes qui deviennent forces régulières, s'il arrive donc à avoir encore quelques amis au sein donc de l'ancienne armée régulière avant ces hommes, vous conviendrez avec moi qu'un bon matin il va déposer Bourhan. Donc ça veut dire que Bourhan a accepté, mais Tron n'est pas. Parce que sachant que si ces hommes-là, les paramilitaires arrivent donc à intégrer l'armée régulière, c'est aussi sa suprématie qui joue. Donc, donc en prenant les pas, bon, Daglo a juste pris les armes. Donc, en prenant les armes, il sait que il y a, tel que Robert l'a dit tout à l'heure, il y a des forces qui ne sont pas, peut-être sur le territoire, bon, les Occidentaux qui sont là, et d'autres forces qui les soutiennent. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis que cette crise risque encore de durer, puisque l'Égypte, il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom, l'Égypte apporte son soutien à l'armée régulière. Lorsque vous écoutez Daglo, il dit, dans un message, il envoie un message à Al-Sisi en disant que vos hommes sont nos frères, et nous avons quelques-uns avec nous, nous allons vous les retourner, ils ne sont pas nos ennemis et tout. Les négociations sont toujours en cours. Oui, les négociations sont en cours, mais qui va arrêter de si tôt? Puisqu'ils sont beaucoup avancés pour reculer. Voyez-vous, si ceux-là ont réussi à prendre donc l'aéroport donc du pays, à prendre donc le palais présidentiel, ils se disent que nous sommes presque au bout. Il suffit encore quelques jours de combat et on prend le pays. Mais ces positions ont été démenties par l'armée régulière. Mais l'armée régulière, le hic, c'est que depuis donc le 15 avril, c'est-à-dire depuis donc le déclenchement donc de la guerre, le général Bourhan n'a pas encore parlé. C'est vrai qu'il y a ces hommes l'armée qui communique et tout, oui. mais lui-même n'a pas encore parlé. Daglo, lui, il est pratiquement, il a bien choisi donc son côté médiatique, il parle. Voyez-vous, donc c'est une guerre aussi médiatique parce que il faut arriver donc à la bataille de l'opinion. Vous voyez, il faut avoir donc la bataille convaincre donc l'opinion. C'est pourquoi celui-là il dit non. Daglo dit peut-être au peuple soudanais, les 45 millions d'âmes, il dit que non, que Bourhan veut ressusciter l'ancien régime puisque Bourhan était sous Béchir. Oui, Béchir. Vous voyez, donc il envoie ce message en disant lui veut ressusciter l'ancien régime. Nous voulons quand même aller à une transition démocratique et remettre le pouvoir au civil. Mais dans tout cela, chacun joue ses intérêts. C'est pourquoi je mettais le dénominateur comme un intérêt. Donc il y a cette guerre d'existence, ils sont là, chacun veut s'affirmer. Il y a cette guerre de subsistance parce que chacun veut arriver donc au niveau de la manne, ne serait-ce que pour mieux entretenir son armée. Il y a cette suprématie-là, chacun veut gagner, donc tailler la part du lion, et puis le dénominateur commun, c'est l'intérêt. Alors, existence, subsistance, suprématie et intérêt. Je viens à vous, Louis Kamako. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation aussi complexe et confuse actuelle au Soudan? Non, mais je pense que l'analyse est la même, hein, telle que mes deux combatteurs l'ont dit. Je pense que le problème aussi, c'est que c'est au-delà d'une simple guerre civile, c'est une guerre de leadership qui se fait, parce que tout le monde veut se maintenir. Personne ne veut s'avouer vaincu, comme on l'a dit, parce que les deux adversaires se connaissent parfaitement. On est tous d'accord qu'ils ont servi au temps de Omar Béchir, donc tout le monde connaît la force de frappe de son adversaire. Donc c'est ce qui fait que à chaque moment, chacun veut augmenter les enchères pour que dès que les négociations vont arriver, que la balance tourne à sa place. Maintenant, ce qui rend encore le sujet complexe, ce qui rend encore la guerre complexe, c'est que chacun des deux camps a un soutien incommensurable, des soutiens des États internationaux, parce que après tout, il y aura des ressources soudanaises qui seront partagées. Donc tout le monde veut justement maintenir la bataille, tout le monde veut que la bataille devienne toujours rude pour que on essaie de pousser les gens au dernier retranchement. Et là, on le voit déjà, parce que le bilan, on dénombre plus de 300 civils tués. Oui. Et ça, c'est un bilan provisoire, parce qu'après... À chaque jour, ça augmente. Oui, ça s'augmente, et puis des années après, on nous parlera
des gens qui ont été tombés dans les décombres et tout. Donc c'est pour ça que les deux positions sont rigides, c'est-à-dire que les deux camps sont restés campés sur leur position. Parce que, comme je l'ai dit, tout le monde connaît la force de frappe de son adversaire et on veut aller jusqu'au bout de cette bataille-là. Donc je crois que la situation elle est complexe et ça se résume à ce que Sylvestre l'a dit. Après tout, c'est l'intérêt. Maintenant, personne ne veut perdre et tout le monde veut maintenir le cap. Et on attend de voir. Et est-ce à dire que tout espoir est perdu pour des négociations? Parce que les trêves, normalement, c'est pour des trêves humanitaires, pour pouvoir évacuer les blessés, les morts. Mais on n'arrive pas à obtenir des trêves humanitaires. Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'on pourra obtenir un cessez-le-feu ou bien des négociations? Je veux être peut-être négatif, mais ça dit que l'espoir est minime. À la rue vont les choses. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Parce que tout le monde est campé sur sa position. C'est-à-dire que, je l'ai dit, c'est une guerre de leadership qui va vouloir tendre la main à l'autre. On ne le voit pas pour le moment. Parce que je l'ai dit, parce que derrière, il y a des ressources soudanaises qui vont être partagées. Parce que les gens sont dans cette position, parce qu'ils veulent que le nombre de décès s'augmente. Pour qu'après, comme ça, ils trouveront des arguments. Une manière d'exprimer leur force. D'exprimer leur force et puis de poser de conditions à qui de droit. Donc, on est dans cette logique-là, malheureusement. Et maintenant, et comme je le dis, peut-être ce qui va faire décamper la situation, c'est parce qu'il y a des agents internationaux qui sont aussi victimes. Il y a des agents internationaux qui sont ingratinés. Et là aussi, on parle de la déstabilisation de la sous-région. Parce que ce qui se passe là-bas au stade peut déteindre sur d'autres pays comme le Tchad. Vous avez Daglo, vous avez parlé, qui contrôle aujourd'hui la Libye. Et dès que Daglo ne sera pas là, on verra encore le chaos qui va suivre. C'est comme ce qui s'est passé avec Kadhafi, qui contrôlait un petit peu la Libye, pour ne pas dire le Maghreb. Et dès qu'il a été sauté de là, on a vu comment les armées circulent dans la sous-région. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on parle du terrorisme et de l'extrémisme violent dans toutes les régions. Peut-être qu'en ayant cette idée-là, peut-être qu'en se basant sur de telles argumentations, les gens vont vite œuvrer pour que cette guerre-là cesse. Mais comme je le dis, à la rue vont les choses, l'espoir est minime que cette guerre-là cesse du jour au lendemain. Je reviens à vous, Sylvestre. À voir le développement de Louis Kamako tout à l'heure, on a l'espoir que l'on veut augmenter le nombre de morts pour se donner une certaine importance, montrer sa force de frappe. Mais quand nous suivons votre développement aussi, vous parlez du positionnement des forces de soutien rapide qui se positionnent théoriquement du côté des civils, qui disent défendre l'intérêt des civils pour que les militaires ne ramènent pas le système Béchir. Alors, on voit sur le bilan, c'est plus de 270 civils tués. Est-ce qu'il y a une certaine logique dans cette situation? Non, le problème qui se pose aujourd'hui, on peut tenter de faire un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Vous savez, l'armée régulière pourrait tomber facilement si cette armée n'a pas des soutiens, disons, internationaux, c'est-à-dire d'autres armées qui viennent en soutien donc aux forces régulières. Tout à l'heure, nous parlons donc de l'Égypte, qui est également une puissance en Afrique, ça il faut le dire, surtout en termes d'aviation et autres. Maintenant, c'est ce positionnement des internationaux ou donc de l'Occident, de l'Occident, disons, des Occidentaux, qui risquent donc de faire durer donc cette crise-là. Pourquoi je le dis? Parce que si vous prenez par exemple les paramilitaires soutenus également par le Yémen et tout ce qui va avec, et ceux-là aussi, donc ça veut dire que la crise risque donc de s'enliser. Voyez-vous? Et quand la crise s'enlise, c'est des civils. Durera dans le temps et ça causera des dommages pour les civils. La guerre du Darfour a fait plus de 300 000 morts. S'il vous plaît, nous allons marquer, vous allez garder vos propos, nous allons marquer la première pause, on revient après.